Merci. Effectivement, aujourd'hui, le sujet de cette session, de ces petites 20 minutes qu'on a à partager ensemble, c'est les middleware orientés messages. Moi-même, Alexandre Vasseur, je travaille chez VMware sur les technologies middleware. Les 2 dernières années, VMware a fait pas mal d'acquisitions sur ce volet-là, pour avoir une trajectoire de middleware orienté cloud, dont RabbitMQ, qui est une implémentation open source d'AMQP. Alors, qu'est-ce qu'AMQP? On va le voir tout de suite. C'est l'objet de cette présentation. Effectivement, quand on pense middleware orienté message, on pense JMS si on a un bagage un peu Java, ou on pense MQ Series, ou on pense TIBCO. Mais globalement, ça s'arrête là. C'est aussi le constat qu'un analyste a fait il y a quelques temps. Si on regarde le patrimoine orienté message d'une entreprise, on s'aperçoit de coûts assez conséquents sur les middleware orientés message, de coûts qui reviennent chez 2 acteurs, donc sur vraiment une situation quasi monopole à 2, qui sont TIBCO et IBM, pour de bonnes raisons, puisqu'ils ont été innovants il y a longtemps sur ce sujet-là, parce qu'il s'agit de systèmes critiques, puisqu'ils connectent plusieurs applications entre elles, des systèmes qui font partie des backbones des entreprises, des systèmes de facturation. Quand vous faites des débits en carte bleue, il y a très certainement soit un MQ Series, soit un TIBCO quelque part. Mais ceci dit, comme sur les autres domaines du middleware, le marché évolue, aussi bien sur les serveurs d'applications, vous allez me dire open source, vous allez me dire J2E, standard, et vous avez vu que ça a créé un marché sur les 10 dernières années qui a été sérieusement secoué. Ça ne s'est pas limité à WebSphere ou WebLogic, on est tous d'accord. Donc qu'en est-il du middleware et des systèmes de messages? Globalement, il y a déjà 6 ans, JP Morgan, en 2004, s'est dit ça ne va pas, en regardant l'addition et ce qui donnait à ses éditeurs. Ils se sont dit non, nous on a trop de messages. Déjà, c'est bien sûr critique dans les systèmes bancaires, dans les systèmes de trading. On a beaucoup de messages, on n'arrive pas à se différencier des concurrents parce qu'on est sur une solution qui est celle d'un vendeur, donc on a du mal à innover par-dessus et à se différencier des concurrents. Et puis ça va que faire en grossissant, le flux de messages, le nombre de systèmes connectés entre eux. Donc ils se sont mis en tête de créer en fait une initiative, d'abord interne, de standardisation d'un middleware orienté message, donc de définir qu'est-ce que serait un standard orienté message. Et puis après ils l'ont ouvert à d'autres banques, notamment la Deutsche Bank par exemple, qui y contribue, et puis à des éditeurs, parce que les éditeurs, ils ont une certaine expertise à implémenter des solutions. Donc AMQP, c'est ça. AMQP, ça veut dire Advanced Message Queuing Protocol, d'accord? Donc c'est un protocole qui définit la manière dont les systèmes communiquent par message entre eux, d'accord? Ce qui est intéressant dans AMQP, c'est que c'est un protocole et une standardisation, c'est-à-dire que ça définit la tête du message sur le réseau, et donc dans le groupe de travail, on va retrouver un acteur comme Cisco, par exemple, qui est intéressé parce que peut-être qu'ils ont des choses à faire dans les routeurs pour accélérer des flux de messages, par exemple. Mais c'est aussi plus qu'un protocole, dans le sens où ça va définir un ensemble d'API, de verbes, de comment je me connecte à un système orienté message, comment je lui écris pour publier un message, comment je m'y abonne pour consommer des messages. Est-ce qu'il y a des topologies de routage de messages qui vont au-delà de la simple connexion, déconnexion, d'accord? Donc, par exemple, pour faire des topologies de type publish-subscribe, où j'ai un grand nombre d'abonnés qui se connectent sur un backbone de messages, qui reçoivent des flux de messages qui leur sont destinés. Globalement, AMQP prend la place d'HTTP, mais sur un segment bien identifié qui est traitement asynchrone et robuste. Donc, on ne perd pas de messages, c'est l'objet. C'est sur une stack TCP, le port est standardisé par le IANA, donc l'autorité qui attribue les ports. AMQP, aujourd'hui, a un groupe qui contient à peu près une bonne trentaine d'organisations, aussi bien utilisateurs final qu'éditeurs, et qui, effectivement, fait l'objet d'une concurrence saine, puisqu'il y a déjà plusieurs implémentations d'AMQP. Il y en a une chez Apache, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cupid. Il y en a une chez Red Hat, qui s'appelle MRG. Il y en a une chez StormMQ, qui est un acteur plus historique de niche. Et il y en a une chez RabbitMQ, donc, qui a atterri chez VMware par le fruit d'une acquisition. De manière intéressante, on retrouve ici un protocole, une standardisation, et on retrouve aussi beaucoup de l'open source, si vous regardez. 100% de solutions open source, sauf StormMQ, parce que c'est un mode hébergé. Donc c'est un cloud hébergé de messages. Alors, histoire de poser un peu les concepts d'AMQP, c'est essentiellement une architecture orientée broker, c'est-à-dire que vous allez avoir un serveur, qui est le serveur de messages, qui a pour responsabilité de traiter les messages. Vous allez avoir des producteurs et des consommateurs qui vont se causer entre eux par des sortes de routeurs qui s'appellent des exchanges dans la standardisation AMQP et qui transmettent les messages
au client par l'intermédiaire de queues. Ce qui est intéressant, c'est que le client il est connecté via une queue qui peut être unique, privée pour lui, ou qui peut être partagée. Et à partir de là, il y a une certaine flexibilité en termes de topologie. Mais globalement, avec ces 4 mots, broker, exchange, queues et binding, globalement, qui nous indiquent qui est connecté à quelle queue et quel exchange publie vers quelle queue, on définit des topologies qui sont intéressantes, qui vont bien au-delà de ce qu'on peut faire par exemple avec JMS. On va mettre ça en avant dans certains cas d'usage. Ces exchanges, en fait, ils peuvent avoir des stratégies de routage. Donc, une des stratégies qui existe, c'est fan-out. Donc, globalement, si je suis en fan-out, chaque message va être dupliqué dans toutes les queues qui sont connectées à cet exchange. Donc, intrinsèquement, j'ai du broadcasting pour diffuser le message vers tous les clients qui sont connectés, même s'ils consomment différemment, même s'il y en a un qui se déconnecte, peut-être que sa queue est durable, donc il revient plus tard, il a les messages qui sont là, etc. Les queues elles-mêmes sont load balancées, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs clients qui sont connectés sur la même queue, à ce moment-là, j'ai un load balancing en sortie, avec une gestion du client lent. D'accord, donc s'il y a un client qui est trop lent, il va recevoir moins de messages par rapport aux clients qui consomment les messages rapidement, etc. Une autre stratégie, c'est le topic, et c'est une notion de topic hiérarchique. Globalement, on va avoir une stratégie de routage qui va être basée sur un header, d'accord, qui peut être lui-même hiérarchique avec des patterns, donc de type regex, c'est relativement simplifié, étoile et dièse. Et à partir de là, on peut avoir un petit jeu. Si j'envoie un message de type stock Nasdaq VMware, où est-ce qu'il va? Donc, dans ce cadre-là, il va être copié et diffusé vers les 3 fils. Un stock Nasdaq Cisco ne va pas aller dans la file du bas. Et un stock Nasdaq General Electric va aller dans cette file-là. Ce qui est intéressant avec cette notion de broker, d'exchange et queue, c'est que ces diagrammes-là, en fait, sont des diagrammes d'architecture. Ils ne dépendent pas de l'implémentation. Avec Qpid, avec RabbitMQ, avec StormMQ, voilà, on a une réflexion qui est orientée, quelle est ma topologie de messages, comment j'ai un routage entre eux, si je réinjecte un message, comment il recircule, etc. On voit aussi que ça va assez loin. Donc, un des exemples qui apparaît, c'est qu'on peut tout de suite aller vers une discussion beaucoup plus fonctionnelle de à quoi sert mon système de messages. Un exemple, ici, j'ai un groupe d'amis, Hugo, Emma et Arthur, sont 3 amis. Emma et Arthur veulent suivre Hugo, et quand Hugo va faire un tweet en disant il est au travail, voilà, ils veulent peut-être avoir une info. D'accord. Donc ici, ils peuvent très bien créer un exchange qui représente la notion d'amis. D'accord. Donc les 3 sont sur cet exchange-là, et à ce moment-là, la clé de routage, donc de binding entre les queues et l'exchange, serait la relation entre les amis, donc en l'occurrence la relation d'amitié entre Emma et Hugo, par exemple Hugo. Et donc quand il publie un message, il va être dynamiquement routé vers l'ensemble de ses amis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le broker de messages, intrinsèquement, héberge la notion sociale. Alors, c'est un exemple qui est tiré de ce domaine-là, parce que je pense que c'est une bonne image. Mais globalement, c'est ce que permet de faire à MQP. L'ensemble de la topologie est dynamique. C'est-à-dire que vous avez au niveau des API, la possibilité de créer un exchange, créer des queues, de les enlever, de les reconnecter là, de modifier la clé, etc. Donc l'ensemble de cette topologie-là est dynamique. Vous pouvez bien sûr la persister, la voir en configuration ou la voir uniquement en dynamique, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut vraiment jouer avec la technologie au-delà de lire la spec? On peut essayer RabbitMQ. Donc pour ceux qui sont fans de Ubuntu, c'est assez simple à faire. Un petit indice en haut. Et RabbitMQ, effectivement, c'est une technologie qui a à peu près 4 ans, qui a été créée plutôt sur Londres par des gens qui travaillaient dans la banque finance, etc., qui ont vu ce standard émerger, qui était déjà bien connecté sur le groupe de travail JP Morgan, et qui se sont dit c'est intéressant, il faut qu'on ait une solution, qu'on travaille sur une implémentation, et c'est de là que l'histoire est partie. C'est une histoire qui a effectivement évolué très rapidement et de manière un peu success story. Pourquoi? Parce que terreau fertile. Terreau fertile parce que standard, d'accord, donc ouverture. Parce que open source, RabbitMQ est une solution open source avec une licence Mozilla, donc tout à fait libérale, c'est pas de la GPL avec un volet un peu viral. Et en plus, parce qu'ils ont décidé de l'implémenter en Erlang, donc c'est un pari risqué, on pourrait se dire, il y a 4 ans. Mais vous savez bien qu'Erlang est une solution, un langage qui revient à la mode. Facebook l'utilise dans pas mal de ses systèmes, des gros acteurs de l'Internet l'utilisent de plus en plus. Erlang, c'est quoi? C'est une plateforme, donc c'est un langage plus un runtime, un peu comme une JVM, qui a été inventé par Ericsson.
déjà quasiment 20 ans, pour tout ce qui est ces soft switch. Donc les soft switch, c'est des composants qui routent les appels, on va dire. Et l'objet d'Ericsson sur cette plateforme-là, c'était de faire des plateformes qui se mettent à jour dynamiquement, sans downtime, et qui affichent un downtime de 9,9, donc c'est quelques millisecondes d'interruption par an. D'accord. Et c'est intéressant dans la fonctionnalité qu'on a autour d'un broker de messages, parce qu'effectivement, on veut du débit, on veut de la haute disponibilité, on veut de la dynamicité et on veut de la synchrone. Et donc, on retrouve beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là. Le volet clustering d'Erlang est tout à fait intéressant par ailleurs. Donc, RabbitMQ, depuis, a été racheté par VMware. Je brosserai quelques cas clients et quelle est la trajectoire autour de RabbitMQ. Donc bien sûr, on peut faire tout. Bien sûr, on peut le supporter. C'est open source, mais il y a VMware derrière avec une équipe de support type 1, support sur l'open source. Bien sûr, il y a des fonctionnalités d'opérabilité avec une console de pilotage qui nous permet de voir des statistiques de performance. Je reviendrai sur ces statistiques de performance et ce qu'on peut en sortir. Il y a des possibilités de mettre les brokers en cluster. Ça aussi, c'est un point intéressant. Quand vous mettez un RabbitMQ en cluster, l'ensemble de votre topologie qu'on a vu entre les exchanges, les queues, etc., est intrinsèquement distribué. C'est-à-dire si vous changez la topologie sur un des nœuds sur lequel vous êtes connecté, les autres nœuds vont voir ce changement de topologie. Si vous publiez un message sur un des nœuds, mais que le consommateur a une queue sur un autre nœud, il y aura un routage interne entre les nœuds pour aiguiller le message là où il doit arriver. D'accord ? Et c'est un système donc, qui est complètement élastique. Donc, quand on aperçoit un petit peu la trajectoire de VMware ou des middleware sur cette trajectoire du cloud, pouvoir augmenter la capacité de traitement d'un backbone orienté message en rajoutant des brokers sans répliquer des configurations dans tous les sens, a un intérêt. Et bien sûr, après, on a un volet avec sécurité, scalabilité. On a fait des benchmarks avec Intel sur globalement du million de messages par seconde sur des architectures à faible latence en réseau InfiniBand et autres littératures. Ce qui me paraît être plus intéressant sur RabbitMQ et AMQP, c'est deux choses. C'est l'aspect polyglotte. Comme AMQP est un standard, on n'est pas lié à Java. Et l'émergence de ce standard et des solutions autour a fait qu'on a toute une panoplie de librairies AMQP. Donc bien sûr en Java, mais on en a en Perl, on en a en C, on en a en .NET, on en a en Ruby. Il ne s'agit pas de wrapper autour d'un truc en Java, il s'agit vraiment d'une API native AMQP, puisque la standardisation définit, vous vous souvenez, la tête des messages sur le réseau. Au-delà de ça, RabbitMQ s'est aussi orienté vers une stratégie multi-broker à ne pas être que AMQP. Et ça aussi, c'est intéressant quand on repense à un patrimoine orienté message ou un patrimoine applicatif et son évolution. Même si AMQP est très ouvert, peut-être que je veux quand même connecter ça à autre chose. XMPP, par exemple, Stomp, le protocole de Google, PubSubHub, d'autres choses comme ça, qui font partie de la solution autour de RabbitMQ. Et il y a un point qui est aussi fondamental, je pense, dans l'adoption de ces technologies-là, c'est tout ce qui est web messaging, tout ce qui est push vers le browser. Donc, il y a 3-4 ans, vous m'auriez dit commit, long polling, et je vais bloquer des threads dans mon app server. Cette année, vous devriez penser à RabbitMQ. Il y a une librairie JavaScript, il y a une librairie Flex, et vous pouvez vous brancher à partir d'un browser directement sur un broker RabbitMQ. Il n'y a pas d'Apache entre deux, etc. Si vous aimez Node.js, vous pouvez très bien mettre un Node.js entre deux et avoir un flux HTML5, WebSocket également. J'ai fait des tests pour avoir un ordre de grandeur, ça m'intriguait. J'arrive à pousser 400 messages par seconde vers un browser avec une solution RabbitMQ Node.js. Voilà. Et ça a une négociation de flux, donc si je connecte un vieux Firefox, il va passer en flux autre. Si je connecte un Safari, il va prendre WebSocket, etc. Donc, technologie aussi intéressante sur ce cas d'usage qui vraiment expose le système orienté message vers les devices, vers le mobile, qui sont des tendances, on l'a vu, qui sont évoquées souvent sur ces 2 jours. Pour vous parler d'un cas client, donc si vous jouez à Guitar Hero, si vous jouez à Call of Duty, ou si vous aviez déjà joué à ça, globalement il y a 42 millions de joueurs qui jouent à ça. Vous avez tout de suite vu des clans, donc vous formez des clans, notamment sur Call of Duty, des équipes, etc. Vos clans, vous avez besoin de communiquer avec eux. Il n'y a pas que le volet jeu, il y a un volet web, il y a un volet chat, il y a un volet collaboratif en petite équipe. Agora Game est un éditeur qui spécialise et qui opère une plateforme comme ça pour ces jeux-là. D'accord ? Parce que les éditeurs de jeux, ils pensent au scénario, au marketing, etc.
et Agora Game, ils opèrent un runtime qui est la plateforme collaborative orientée clan, on va dire, et sociale derrière ces jeux-là. Ils utilisent RabbitMQ à hauteur d'à peu près 100 000 messages secondes environ, et ça représente à peu près 6 000 queues. Donc les queues, elles viennent en fonction des topologies et de nombre de parties en cours, etc. On a d'autres acteurs qui sont plutôt sur des sites de poker en ligne. On voit bien la table de poker qui est représentée par un exchange. Du coup, on publie tous les événements sur la table, sur l'exchange, et c'est routé au travers. Ils tiennent à peu près 60 000 utilisateurs concurrents connectés avec du JavaScript, donc les browsers directement connectés dessus, sur 2 serveurs qui sont chez Amazon. Donc ça vous donne une idée de la puissance de la technologie et en tout cas de son adaptation sur certains cas d'usage. On a parlé ce matin, non pas ce matin, tout à l'heure, avec le cas d'usage de Salesforce qui fait un peu du mining sur les réseaux sociaux. C'est ce que fait la BBC également. Ils ont implémenté une solution de data mining des tweets pour comprendre quand est-ce que vous retweetez les pages de la BBC. Et du coup, ils comprennent globalement leur audience, non pas en nombre de pages sur le site web, mais en nombre de retweets dans Twitter. Donc ils ont fait une architecture orientée événement à base de consommateurs qui remettent des messages, le temps de décortiquer l'URL dans Twitter qui est trop courte et de la remettre en URL longue et de la remapper sur leur ensemble d'URL et d'indexer leur back-office derrière pour comprendre quelles sont les pages les plus intéressantes, les plus populaires sur les réseaux sociaux. Il y a bien sûr tout un ensemble de clients. Il y en a 2 qui sont intéressants. Il y a Heroku, qui est intéressant. On a parlé aussi ce matin, si vous avez suivi, Heroku, c'est un plateforme as a service Ruby qui a été racheté par Salesforce il n'y a pas très longtemps. On l'a vu émerger dans la présentation de Salesforce. Heroku fournit un RabbitMQ as a service. D'accord ? Donc vous pouvez avoir dans votre pass Ruby un message broker RabbitMQ. C'est la même stratégie qu'on a dans Cloud Foundry, donc le plateforme as a service VMware. On a un service RabbitMQ qui est prêt à l'emploi. Donc en fait, on peut couvrir, on va dire, avec AMQP, un ensemble de use cases, on va dire, push et web, un ensemble de use cases plutôt back-office, où on va être plutôt en modernisation d'un parc existant, JMS, MQ Series, vieillissant ou autre. Et puis une trajectoire en termes d'adoption qui va du classique, apt-get install RabbitMQ server, si vous n'avez pas retenu. Et j'utilise un plateforme as a service avec 3 clics dans mon Heroku ou dans mon Cloud Foundry ou autre. La NASA a également développé un cloud pour le gouvernement américain, et propose RabbitMQ en tant que service et utilise RabbitMQ en tant que backbone de son cloud infrastructure. Voilà pour vous brosser le portrait d'AMQP RabbitMQ vraiment très rapidement dans les 20 minutes qui nous étaient imparties. N'hésitez pas à me pinguer si vous voulez un follow-up, accéder à une démo, etc. On a plein de démos, que vous soyez Java, Ruby ou autre. Bien sûr, ça a été intégré dans Spring. Vous avez noté aussi que VMware avait acheté Spring Source. Donc bien sûr, on a un projet Spring AMQP et on n'a pas un projet Spring RabbitMQ. Notez-le aussi. Et puis sinon, on a à peu près 1 minute 30 pour quelques questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention sur ces 20 minutes. Je crois qu'il y a un micro qui circule, mais... Ouais. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, ou si j'ai bien lu, RabbitMQ, il n'est pas XA. Est-ce que ça pose un problème ? Est-ce qu'il y a des projets dans l'avenir pour le rendre XA ? Alors, tout à fait. Donc, c'est tout à fait exact. Déjà, la spécification AMQP n'intègre pas XA. Elle a défini ses propres démarcations transactionnelles. D'accord ? Donc effectivement, il n'est pas XA. La réponse qu'on peut faire simplement, c'est que TIBCO rendez-vous n'est pas XA. Ça ne va pas empêcher les gens de l'adopter parce qu'il y a des solutions de type la slugging resource, etc. Donc il y a des contournements ou des implémentations autour. D'un point de vue stratégique, on n'a pas volonté à implémenter XA dans RabbitMQ. On pense que ce n'est pas un bon cas d'usage. On pense que si vous voulez du XA, gardez votre solution XA pour faire du XA dans le message qui a besoin d'être XA. Et à la fin, il vous reste peut-être 1% des use cases qui ne sont pas ceux qui nous intéressent. J'ai une question plus sur des questions de latence. Première question, est-ce que RabbitMQ supporte RDMA ? Et deuxième question,
quels seraient, si c'est le cas, ou je sais pas, les perfs qui pourraient être envisagés en termes de latence, parce que récemment, TIBCO a annoncé avec son dernier produit FTL descendre au niveau de la nanoseconde en termes de latence, en utilisant du 10 gigabits Ethernet et du RDMA. Ouais, c'est une très bonne question. Globalement, il n'y a pas d'optimisation particulière aujourd'hui dans RabbitMQ sur ce périmètre, on va dire hardware accélération, voilà, accès direct mémoire ou autre. On a fait des benchmarks avec Intel il y a déjà quelques années, peut-être 2 ans. Donc l'ordre de grandeur, c'était plutôt la milliseconde, microseconde, millions de messages par seconde sur de l'infini-band. D'accord, mais il n'y a pas d'optimisation particulière. Effectivement, TIBCO, d'autres acteurs comme Tervela, etc., 29 West ont des brokers qui vont dans le hardware, qui ne sont pas forcément MQP. Donc après, il y a des possibilités d'architecture à 2 étages pour les ouvrir sur MQP. Mais en tout cas, ce n'est pas en tout cas, la stratégie qu'on a sur RabbitMQ de faire une appliance hardware optimisée. C'est peut-être celle de Cisco à terme. Je ne peux pas me prononcer pour eux, mais ils sont dans le groupe de travail. Voilà. Donc je pense qu'on a atteint le temps limite. Dernière question. Oui. Une dernière question concernant l'évolution de la spécification MQP. J'ai cru lire qu'il y avait pas mal de modifications en fait entre la version 0.9 et la version 1.0 et que dans ce cadre-là, il valait mieux attendre un petit peu la mise à jour de RabbitMQ et, parce qu'elle supporte encore les 0.9. Alors, effectivement, très bonne question. Donc, comme tout groupe de standards, hein, beaucoup de discussions. La version qui est actuellement implémentée partout, c'est qui est la dernière ratifiée, finalisée, c'est la 0.9.1. Nous qu'on considère prête pour la prod, on a des use cases, on n'hésite pas à le déployer dans nos clouds, etc. Effectivement, il y a des discussions autour d'une 1.0 qui est fonctionnellement beaucoup plus riche, notamment du côté producteur. Donc après, en fonction de votre cas d'usage, à voir. Merci.